trou du pont. On a noué la pieuvre. Tu te rappelles Sherlockiac? Face à un crime ou une arnaque dont le coupable est dans le zoo. Tu peux répondre oui aussi, tu sais. C'est pas le meilleur générique que j'ai vu dans l'émission, mais oui, je m'en rappelle. Et pas forcément pour la raison que tu crois. Je m'en rappelle parce que quand nous avons interviewé Sophie de Croisette pour accompagner notre quadruple vidéo sur Code Lyoko et fêter les 3 ans de notre chaîne, Sherlockiac était sa dernière série en date. Tout ça ne nous rajeunit pas. C'est bien de le préciser, parce qu'autant dire que, sachant que c'était scénarisé par la directrice d'écriture de notre série préférée, nous avons abordé Sherlockiac avec... quelques attentes. Pas forcément autant que nous en aurions eu si nous n'avions pas vu cette série à la suite de J'ai l'œil et le bon dans un objectif de comparaison. Oui, parce qu'on nous avait dit que c'était comparable. Désolé, avec tout le respect que je dois à J'ai l'œil et le bon, ça l'est pas. Il y a quelques points communs dus au fait que ce sont 2 séries d'enquête avec des animaux à destination des très jeunes, mais les objectifs poursuivis par les 2 séries sont très différents. Quoi qu'il en soit, nous n'avons absolument pas été déçus par ce visionnage. La série est effectivement charmante, plaisante, drôle, originale, agréable et étonnamment subtile, sachant qu'elle s'adresse aux plus petits. Sophie de Croisette, what else? La série se passe dans un zoo. Enfin, dans un zoo... Si, dans un zoo. Les personnages vivent dans des enclos à ciel ouvert et quand ils font référence à l'endroit où ils vivent, ils disent bien le zoo. N'empêche que non seulement dans ce zoo il n'y a pas d'humains pour rendre visite aux animaux, mais les animaux peuvent sortir de leur enclos comme ils veulent et ont des salons de coiffure, des boîtes de nuit, des concours de beauté, un parc, une aire de pique-nique. Ainsi que 2 voitures, un service postal, une monnaie, le peso-cahuète, une organisation administrative et des lois dont l'exécution est supervisée par celui qu'on appelle l'administrateur du zoo. Un animal élu au suffrage universel tous les 3 ans. Visiblement, il n'y a pas de limite au nombre de mandats, un ancien administrateur peut se représenter ad vitam aeternam, et c'est pourquoi depuis de nombreuses années, la fonction en question est assurée par toujours le même animal, Sherlockiac. Première petite parenthèse. Le fait d'avoir un prénom est quelque chose de rare dans le zoo. La plupart des habitants n'ont qu'un nom, celui de leur espèce. Il y a 3 exceptions. D'abord Sherlockiac, qui a un prénom. Ensuite le chihuahua, qui s'appelle Chi de son prénom et Wawa de son nom de famille. Et enfin, le médecin du zoo, le docteur Olombec, dont on suppose que le prénom est Héron du coup. Les fonctions de Sherlockiac en tant qu'administrateur sont multiples. Il est jury lors des concours, il autorise et supervise l'organisation des événements qui ponctuent la vie du zoo, mais son activité la plus courante est de s'assurer que les animaux respectent les autres habitants et les règles de vie en société qui ont été mises en place pour leur permettre de cohabiter en harmonie. De ce fait, il cumule la fonction policier et de juge. Je ne sais pas si c'est aussi lui qui a le pouvoir législatif. Les séries d'enquête à destination des enfants, c'est quand même quelque chose de très marrant. Ça se veut tout simple pour que le jeune public suive aisément l'enquête, mais pour que la partie enquête fonctionne, il faut installer un contexte social et juridique extrêmement précis et cohérent, et les malheureux chroniqueurs qui doivent décrire la série se retrouvent à parler de limitation des mandats et de pouvoirs législatifs. Alors que pendant ce temps, des séries à destination des pré-ados ne se donnent même pas la peine de respecter le contexte juridique du pays existant dans lequel elles sont censées se passer. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas Sherlockiac édicter des lois dans le cadre, et je ne crois pas qu'il le fasse. Il a devant ces lois l'humilité de quelqu'un qui sait qu'elles ont autorité sur lui autant que sur n'importe qui. Même si le coupable est un de ses amis, il exécutera la sentence prévue comme d'habitude, et on gage que s'il contrevenait aux règles même accidentellement, il s'attribuerait une sanction à lui-même aussi. C'est le moment de vous parler du type de héros qu'est Sherlockiac. A priori, c'est quelqu'un de très intègre qui n'abusera jamais de son autorité, et c'est un administrateur efficace qui garantit le bien-être des habitants du zoo en remplissant sa fonction. C'est bien pour ça qu'il est systématiquement réélu tous les 3 ans. Mais ce n'est pas pour autant un héros idéal. Il a des défauts. Beaucoup de défauts. Mais étant un yak, il a grandi au Tibet, et durant son adolescence, a suivi une formation dans un monastère bouddhiste, où un éminent et sage vautour, maître boule de pureté, tiens, 4e exception à la règle des noms d'ailleurs, lui a appris, en plus du yak fou, à ne pas laisser ses travers le dominer. Avec plus ou moins de succès. Sherlock est donc un personnage toujours en équilibre entre 2 attitudes. Il sait se montrer mature, mais a des tendances à l'immaturité. Il est à l'écoute des autres, mais refuse d'admettre que personne n'aime l'entendre jouer de la cornemuse. Il est honnête et droit lors de ses enquêtes, mais n'hésite pas à mentir concernant ses réussites passées auprès de Maître Boule de Pureté, dont les leçons font l'objet de courts flashbacks dans quasiment chaque épisode, flashbacks dont le but est de démontrer que Sherlock est loin d'avoir toujours été un parangon de sagesse et de vertu, et ne l'est probablement toujours pas. C'est pourquoi, malgré sa valeur en tant que héros, la nécessité à ses côtés d'un sidekick raisonnable pour le ramener sur le droit chemin quand il en dévie est crédible. A priori, la sidekick en question, Hermine, est la secrétaire type de fiction. Elle est assez intelligente pour donner la réplique au héros, mais à moins que ce soit le sujet de l'épisode, pas assez pour trouver la solution de l'énigme avant lui. Elle fera les objections raisonnables quand il est nécessaire que quelqu'un les fasse, exécutera des tâches de vérification et d'enquête sur le terrain, et posera des questions pour permettre au héros d'exposer ses théories sans avoir besoin de monologuer. Mais, on l'apprend assez tardivement, Hermine n'est pas l'assistante de Sherlock, elle est son apprentie. Le but de la série, car surprise il y en a un, est de la former suffisamment au métier d'enquêteur pour qu'elle passe du statut de stagiaire au statut d'associé. C'est crédible dit comme ça, mais rien dans leur rapport n'en donnait l'impression.
Sherlock la présente dans un épisode à son maître Boule de Pureté comme étant la fille de son meilleur ami à qui il apprend le métier, mais il ne la traite pas comme une enfant qu'il a vu grandir, mais bien comme une collègue adulte avec qui il partage son expérience. Le seul véritable indice de leur différence de génération est que c'est Hermine qui connaît les nouvelles technologies pouvant aider à avancer dans les enquêtes, tandis que Sherlock, élevé au Tibet dans un état d'esprit traditionnaliste, s'y connaît beaucoup moins. Les seuls défauts que la série prêtera à Hermine seront à mettre sur le compte de sa jeunesse du coup. La plupart du temps, elle joue bel et bien le rôle de pendant raisonnable quand Sherlock s'égare. Mais uniquement dans la partie sitcom de l'épisode. En tant qu'enquêteur, Sherlock est infaillible. Quand c'est Hermine qui trouve le coupable du jour, c'est parce qu'il a accepté de la laisser prendre la main sur l'enquête. Tout ça ne nous dit pas, du coup, si ce sont bel et bien Sherlock et Hermine qui édictent les lois. C'est Sherlock qui décide de la sanction que subira le coupable une fois celui-ci dénoncé, et elle est généralement conçue sur mesure. Elle a vocation à réparer les dommages causés par le délit et provoquer une prise de conscience chez le coupable. Vous noterez que nous parlons de délit, pas de crime. Autant les romans dont la série est adaptée, qui sont pourtant des petits livres pour enfants, n'ont aucun scrupule à mettre en scène de vrais meurtres, autant les agressions subies par les animaux dans la série seront toujours relativement bénignes. Dans le pire des cas, la victime s'en sort avec une grosse bosse et des pansements partout. Autant dire que la punition sera assez bon enfant aussi. On est plus dans le registre des blagues de potage qui tournent mal qu'autre chose. Dans tous les cas, Sherlock n'oubliera pas non plus de sanctionner la victime si celle-ci a subi une agression à cause d'un tort qu'elle a causé à un autre animal. On pourrait donc croire que Sherlock décide sur le tas de toutes mesures nécessaires à maintenir la paix dans le zoo. Mais il y a des lois préexistantes à l'enquête. Sherlock signale dans un épisode, par exemple, que les jeux d'argent sont restreints ou interdits dans le zoo. Et ces lois, je ne sais pas dans quel contexte elles sont décidées. Peut-être en commission avec tous les animaux ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette situation globale est moins perturbante que dans J'ai l'œil et le bon. Dans J'ai l'œil et le bon, nous sommes dans un monde humain avec des crimes humains et des sanctions humaines, mais les protagonistes sont des animaux, les critères pour les identifier sont animaux, et leur animalité a une influence importante sur leur rapport les uns aux autres, ce qui fait que l'application des règles humaines à ces personnages devient incongrue. Dans Sherlock, les héros ont beau être habillés, marcher debout, utiliser des guitares et des sèche-cheveux, nous sommes bien dans une société animale organisée autour du fait d'être une société animale. C'est un zoo, quoi qu'on entende par zoo, avec des lois adaptées aux zoos. Il n'y a pas la dissonance qu'on avait dans J'ai l'œil et le bon. La série n'est pas à suivre. Chaque épisode de 10 minutes va raconter le délit du jour et l'enquête du jour. Parallèlement à l'enquête se déroule une intrigue sitcom centrée généralement sur une contrariété du jour pour Sherlock ou Hermine, qui est entièrement contenue dans l'épisode. Cependant, contre toute attente, la série fait l'effort d'avoir une chronologie et une continuité. Bon, cette chronologie et cette continuité ne seront pas nécessairement respectées avec rigueur. Si on se fie au listing que nous avons suivi pour regarder la série, l'épisode où on apprend que le tigre est daltonien est situé après celui du feu d'artifice, où toutes les fusées sont rouges et où les protagonistes font le commentaire que c'est parce que c'est le tigre daltonien qui s'en occupe, sans entrer dans les détails, comme si ce daltonisme était un sujet déjà évoqué auparavant. En outre, on n'est pas à l'abri de 2-3 incohérences d'un épisode sur l'autre. Dans l'épisode 14, Sherlock nous informe qu'il est impossible à prendre en photo car une espèce de malédiction fait qu'il y a toujours quelque chose qui empêche la photo d'être réussie. Ce problème n'est pas résolu à la fin de l'épisode, dont l'enjeu est surtout qu'Hermine admette qu'il y a bel et bien un problème. À l'épisode suivant, il est pris en photo sans souci, sans que ça fasse l'objet d'un commentaire. Dans un autre, Sherlock indique qu'il a des réflexes de détective si exercés qu'il est impossible de le surprendre de quelque manière que ce soit. Sauf que dans un épisode précédent, il s'est fait agresser et on voit bien qu'il a été surpris. En outre, étant donné qu'il y a 2 élections durant la série, on est censé considérer que tous ces épisodes se passent sur une période de 3 ans. Alors qu'on apprend à la fin de la série que nous avons assisté à l'ensemble des enquêtes de Sherlock et Hermine. Il n'y aura pas d'attaque de la piscine ou d'attaque du gymnase. Si une affaire n'a pas eu lieu dans le cadre, elle n'a pas eu lieu tout court. Ce dernier point n'est pas forcément gênant. On sait que Sherlock a prononcé des sanctions hors cadre, mais ça ne signifie pas que les faits en cause ont nécessairement donné lieu à une enquête. De plus, on sait qu'enquêter et sanctionner n'est pas la seule fonction de Sherlock dans le zoo. Et Hermine, comme lui étant adulte, le fait qu'il se passe 3 ans n'a pas de raison de laisser des indices visuels dans les épisodes. Quant au reste, on va le pardonner, car c'est en soi impressionnant qu'il y ait une continuité, sachant que ce n'était pas obligatoire. Et il y en a bien une. Si 2 personnages sortent ensemble à la fin d'un épisode, on les retrouve en arrière-plan dans un autre épisode, toujours en couple. Ce qui signifie d'ailleurs que si la grue change de love interest en cours de série, c'est pas par incohérence, c'est parce qu'elle est réellement volage. Mais bref, il y a des éléments récurrents. Il y a même un arc filé sur la voiture de Sherlock. Enfin d'Hermine, puisque Sherlock ne sait pas conduire et que du coup, Hermine doit garder pour elle la voiture qu'elle comptait lui offrir. Et on dira ce qu'on voudra de cet épisode de fin où nos héros célèbrent ensemble les 51 affaires qu'ils ont résolues, une affaire par épisode, mais avoir été aussi rigoureux sur le chiffre est un effort appréciable. On est pourtant bien dans une série jeunesse avec une structure répétitive pour que le petit spectateur puisse retrouver la même organisation familière d'un épisode sur l'autre. Et je vais me permettre une petite digression. J'ai tendance à râler contre cette phrase du joueur du grenier sur Code Lyoko. Le scénario ne change jamais.
On va mettre de côté ce qui m'exaspère principalement, à savoir qu'il ne peut pas affirmer ça sans savoir qu'il ment. Soit il n'a pas vu toute la série contrairement à ce qu'il prétend, soit il sait qu'il y en a au moins un tiers qui ne sont pas des épisodes d'escorte comme il dit, et encore c'est en considérant Franz Hopper ou Routine comme des épisodes d'escorte, sinon je pense qu'on atteint la moitié sans problème. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mon propos, c'est que cette affirmation comporte l'idée que la répétitivité est un défaut en soi. Ce n'en est pas un, c'est une recette qui, comme toutes les recettes, peut être bien ou mal utilisée. Les épisodes de Bioman, par exemple, sont extrêmement répétitifs et, paradoxalement, c'est ce qui leur permettait de terrifier efficacement la petite spectatrice que j'étais. Ceux de Wunsch Punch le sont aussi, ce qui nous permet de nous réjouir par anticipation du moment où la formule magique sera enfin récitée. Et donc, dans Sherlock Yak, la structure des épisodes est toujours la même. L'expérience de Scooby-Doo devrait vous rendre méfiant envers les séries policières qui ont une structure répétitive, mais non. Sherlock Yak exploite très bien la recette. Et comment ma chère Chouki exploite-t-elle si bien cette recette? En réalité, l'affaire est simple. Les énigmes sont de véritables énigmes. Durant la partie enquête de l'histoire, au cours de laquelle les suspects sont interrogés à tour de rôle, des éléments sont donnés discrètement à l'enfant qui regarde l'épisode, sans trop insister dessus comme dans la saison 2 de J'ai l'œil et le bon, mais sans nécessiter de connaissances préalables sur les espèces animales impliquées dans l'affaire, comme dans la saison 1 de la même série. D'ailleurs, Sherlock Yak n'étant pas une série éducative, l'élément qui trahira le coupable sera rarement lié aux caractéristiques de l'espèce à laquelle il appartient. Et même dans ce cas, la compétence spécifique de cette espèce-là sera mise en scène subtilement pendant que Sherlock et Hermine interrogent le suspect. La structure des épisodes étant la même, les indices permettant aux petits spectateurs de deviner la solution sont toujours donnés au même moment de l'épisode. Donc on sait quand il faut être attentif aux moindres détails. Scooby-Doo le faisait aussi, mais en mettant moins l'accent sur le côté énigme et plus sur les gags de gros, et la capture du coupable ne dépendait pas de la résolution de l'énigme. La répétitivité y était donc moins satisfaisante. Ici, elle rassure. Le scénario respecte les règles du jeu, donc on peut jouer sans crainte et réfléchir sérieusement à qui est le coupable. Concrètement, l'épisode commence par une scène où un des animaux du zoo subit une agression ou constate qu'il a été victime d'un préjudice, puis enchaîne sur une scène entre Sherlock et Hermine pour mettre en place l'intrigue sitcom du jour. Selon l'épisode, ces deux scènes peuvent être inversées, mais elles marqueront toujours ensemble le début de l'intrigue. Ensuite, la victime téléphone à Sherlock pour l'informer de son malheur. Sherlock s'écrie alors « Nom de Dri de nom de Zo, j'arrive illico ». Nom de Dri de nom de Zo, j'arrive illico. Nom de quoi de nom de quoi? Alors, on a été mystifié par ce juron pendant tout le visionnage et on s'est dit que ce serait plus clair en lisant les bouquins. Apparemment, c'est pas dans les bouquins. Les bouquins suivent le même principe que la série, mais dans celui qu'on a, il y a pas Hermine, et il y a pas non plus ce nom de Dri de nom de Zo. Donc on s'est dit, Zo, c'est pour zoo, comme dans le zoo où sont les animaux. On a essayé de chercher. Et on a trouvé. La Dri est la femelle du yak. Le Zo est un hybride yak-zébu. Même chose que les mulets, mais pour les yaks et les zébus. Ils se sont vachement creusé la tête, dis donc. Donc si j'ai bien compris, nom de Dri de nom de Zo, ça veut dire un truc comme bâtard de sa mère la pute. En tout cas, c'est bel et bien un juron. Un juron que Sherlock dit tout le temps, et dont le sujet de l'intrigue sitcom d'un épisode est qu'Hermine parie avec lui qu'il tiendra pas tout l'épisode sans le dire. Car cette expression est son gimmick. C'est une série à gimmick. Plusieurs personnages ont un tic verbal. Le gorille appelle tout le monde mon coco, le flamant rose, qui est le facteur du zoo, souligne son propos en répétant ce qu'il dit 3 fois en donnant à chaque fois un synonyme du mot qu'il veut souligner. Parce que je ne peux pas mettre une patte dans ce bassin. J'ai trop peur qu'il me croque, mange, boulotte les plumes. Vous n'avez donc jamais vu cette lettre? Ah non, jamais, pas du tout. Cela dit, c'est normal. Pas étonnant, logique. Et donc, après que Sherlock a dit son truc, Hermine et lui se rendent sur place, inspectent ensemble la scène du crime, et relèvent suffisamment d'indices pour profiler le coupable. Puis ils interrogent la victime sur les personnes pouvant potentiellement lui vouloir du mal, et déterminent, grâce à son témoignage, une liste de suspects. 3 à 4 animaux. Ils vont interroger les suspects un par un, tout en continuant entre eux leur intrigue sitcom. Une fois le dernier suspect interrogé, Sherlock annonce qu'il connaît le coupable. Bon, sauf quand l'intrigue sitcom du jour implique qu'il laisse Hermine trouver elle-même qui est le coupable, dans ce cas-là, c'est elle qui l'annonce. Mais même dans ces cas, il est fortement sous-entendu que Sherlock a trouvé en même temps qu'elle et qu'il la laisse juste aimablement conclure elle-même. La réciproque est vraie en fait. Dans les épisodes classiques, il est finalement assez rare qu'Hermine serve à jouer les Watson en étant dans le flou quand Sherlock a tout compris. Elle lui donne la réplique sur le ton de quelqu'un qui voit à peu près où il veut en venir. Toujours est-il qu'une fois que l'annonce a été faite, Sherlock se tourne vers le petit spectateur et lui demande si lui aussi l'a trouvé. Grand seigneur, il lui résume les principaux éléments de l'affaire, illustrés par des dessins à l'encre probablement tirés de son carnet. Puis il lui laisse une dizaine de secondes pour réfléchir. Pendant ce temps de réflexion, un chronomètre tourne et Sherlock et Hermine jouent une petite pantomime en rapport avec l'intrigue sitcom. Enfin vient la scène finale à la Hercule Poirot, sur la scène de crime avec tous les suspects. Entre autres gimmicks, Sherlock commence toujours son explication par « En réalité, l'affaire est simple ». En réalité, l'affaire est simple. En réalité,
L'affaire est simple. L'affaire est simple. Il y aura dans la série en tout pour tout 2 affaires qui lui auront donné suffisamment de fil à retordre pour qu'il les trouve pas si simples. À l'instar d'Hercule Poirot, il prend à partie chacun des suspects à tour de rôle en expliquant pourquoi ça pourrait être lui le coupable et en terminant par l'élément qui permet de déterminer qu'il est innocent. Puis il se tourne vers le coupable et le pointe du doigt en clamant « Car le coupable, c'est vous !» N'est-ce pas, Tortue? Car la coupable, c'est vous. N'est-ce pas, Tigre? Car le coupable, c'est vous. N'est-ce pas, Porc-Épic? Car le coupable, c'est vous. Le coupable avoue, révèle ses motivations, Sherlock annonce qu'il va avoir une sanction, et si le mobile révèle que la victime avait elle-même porté préjudice au coupable avant le délit, l'administrateur prévoit une sanction pour la victime aussi. Oui, mais ça, on l'a déjà dit. Le zoo a un nombre d'animaux limité, ce qui fait que la victime d'aujourd'hui peut être le criminel de demain. Comme on a dit, les délits commis par les animaux sont pour la plupart bénins et les coupables pardonnables, ce qui fait qu'on pourra sympathiser avec eux à l'épisode suivant, malgré leur culpabilité dans l'épisode en cours. On n'a pas vraiment tenu le compte, mais au final, les animaux du zoo qui n'ont jamais été le coupable du jour doivent se compter sur les doigts d'une main. L'épisode se termine par le ou les condamnés exécutant leur sanction, permettant aux spectateurs de constater soit que celle-ci leur fait prendre conscience qu'il y a de meilleurs moyens de résoudre ces problèmes qu'agresser autrui, soit qu'ils sont punis par là où ils ont péché, mais qu'en tout cas, cette sanction est tout à fait cohérente avec le délit commis. Et Sherlock et Hermine tirent une conclusion de leur intrigue sitcom. La façon dont l'intrigue sitcom influence l'enquête et vice-versa varie selon les épisodes. Cette structure est efficace, et les épisodes sont généralement bien rythmés. Il y a tout au plus un épisode où on perd du temps en début de scénario sur une soupière cassée qui ne sera plus réévoquée ensuite, et qui fait se demander si c'est pas là parce qu'il y avait besoin de rallonger l'épisode de quelques secondes pour avoir la durée standard. Mais généralement, les événements s'enchaînent à la bonne vitesse, pas plus, pas moins. C'est une série très maîtrisée et experte dans son style. C'est la démonstration par l'exemple du fait qu'une structure répétitive n'est pas nécessairement un défaut. D'accord, ça ne laisse de la place que pour un type de scénario, donc il y aura peu de diversité sur ce plan-là. Bah, il y a quand même un épisode qui se termine avec l'apparition d'aliens. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas d'épisode à l'un jour sans fin, pas d'épisode de l'échange de corps, tout au plus un épisode avec des blagues sur le froid, et plusieurs épisodes du singe, mais on est dans un zoo donc ça compte pas. Mais donc en contrepartie, on a cette maîtrise incontestable dans l'exécution qui prouve toute l'efficacité de cette recette quand elle est bien utilisée. Les titres des épisodes aussi ont toujours la même structure. Il s'agit toujours d'une question en qui, suivie de la description du délit du jour. Qui a taillé la roue du pan, qui a toiletté le phacochère, qui a noué la pieuvre. Oui, si le coupable est rarement confondu à cause des particularités de son espèce, la victime, elle subit fréquemment un préjudice en rapport avec la sienne. On ne pourrait pas nouer un pan et tailler la roue d'une pieuvre, je veux dire. Et si le phacochère est allergique au savon, c'est parce que c'est un phacochère. Mais du coup, comment la série gère-t-elle le fait que ses protagonistes soient des animaux? On a déjà dit que c'était moins incongru que dans J'ai l'œil et le bon car ça ne se passait pas dans un monde humain, mais comment sont campés les habitants du zoo? Certaines de leurs caractéristiques leur viennent de leur espèce. Le pan est très prétentieux, les paresseux dorment tout le temps et le phacochère est très sale par exemple. Mais la caractéristique du lynx, c'est d'être vieux. Celle du babouin est d'être pingre. Donc ça n'a pas grand chose à voir avec le fait d'être un lynx ou un babouin. L'espèce des personnages est à la fois un sujet et un non-sujet. Le fait que le piranha soit un piranha fait qu'il est obligé de rester dans son bassin, ce qui est assez contraignant pour quelqu'un qui voudrait lui proposer d'aller pique-niquer dans le parc. Surtout sachant que lui, il aime bien proposer à toutes les filles qui passent d'aller niquer dans le parc. Et le rend très facile à neutraliser pour quelqu'un qui voudrait lui nuire. Donc, c'est un sujet. Mais c'est aussi un non-sujet en ce sens que ce que les habitants du zoo retiendront surtout de lui, c'est que... oui, c'est un dragueur du dimanche qui aguiche toutes les femelles qui passent. Bah alors tu vois. Le problème, c'était pas la matière, c'était la manière. Parce que sur le fond, oui, il y a des romances interespèces dans cette série. Il faut dire qu'il y a peu de créatures de la même espèce dans le zoo, alors on fait avec ce qu'on a. L'histoire ne dit pas comment les carnivores se nourrissent, mais vu qu'ils sont dans un zoo, on suppose qu'ils obtiennent de la nourriture sans avoir à chasser leurs compatriotes. Quant à leur reproduction, elle doit être étroitement contrôlée. Autant dire qu'ils n'ont aucune raison concrète de refuser de fréquenter les autres espèces. Et puis l'amour n'a pas de frontières. Enfin, sauf celle du bassin du piranha. Je suppose. Bon, la série exploite tout de même le fait que ses protagonistes sont des animaux. Pour faire des blagues. Vous voulez vous retrousser les manches, Boa? Mais faites donc. Ah non, j'oubliais, vous n'en avez pas. Comment? Mais Zébu, vous n'avez pas le monopole des bras, hein? Franchement, qui peut vous prendre au sérieux? Les bras m'en tombent, voyez-vous. Et c'est vous, Zébu, ou je vous gifle? Vous en êtes même venu aux mains, si je me rappelle bien. Attention, l'humour de Sherlock n'est pas uniquement basé sur le fait que les protagonistes sont des animaux. Il est aussi basé sur leur travers personnel, et comme on l'a dit, ceux-ci ne sont pas toujours dépendants de leur espèce. L'oiseau de paradis qui ne se peint que lui-même, je veux bien croire qu'il soit prétentieux parce qu'il est fier d'être un oiseau de paradis, mais le phoque qui triche au jeu d'argent,
Je crois pas qu'il y ait un rapport avec le fait d'être un phoque. Donc tous les gags ne découleront pas de l'animalité des personnages, c'est juste un ressort supplémentaire à utiliser pour la série. Quoi qu'il en soit, pour que l'humour fonctionne, il est nécessaire de respecter les caractéristiques des espèces, ce qui fait que, même si on est beaucoup moins orienté zoologie que dans J'ai l'œil et le bon, on représentera généralement les espèces de manière relativement réaliste, et par réaliste je veux dire que les serpents n'ont pas de bras, pas comme dans Argyle, en trichant tout au plus avec les rapports de taille. Sauf pour l'autruche. L'autruche est la star du zoo, elle doit incarner la beauté sulfureuse que tout le monde admire de loin, alors on lui a fait des nichons. Sur son cou. Désolé, j'arrive pas à passer outre. Dès qu'elle est à l'écran, je vois que ça. La série s'autorise toutes les incongruités qu'elle veut du moment que c'est drôle. Si c'est drôle qu'il y ait des extraterrestres à la fin de l'épisode, alors il y aura des extraterrestres à la fin de l'épisode. Donc si c'est drôle que l'autruche a des nichons... C'est pas drôle, c'est juste bizarre. Quoi qu'il en soit, la série s'autorise des incongruités. Mais c'est le prix à payer pour son inventivité. Malgré la structure répétitive, les énigmes sont généralement assez imaginatives et le graphisme est plutôt original. Les chara-design donc s'efforcent de représenter les espèces de manière relativement réaliste, nichons d'autruche et rapports de taille acceptés, mais les décors, eux, sont représentés de manière amusante. Je ne fais pas référence aux enclos à ciel ouvert dans lesquels vivent nos animaux, ce qui est assez rigolo quand on pense qu'il s'agit de leur vraie maison, mais bien à la perspective. La façon dont le décor au loin est représenté est... original, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas quel est le but, mais en tout cas c'est marquant, et recherché. Une autre chose recherchée, c'est le langage. Savez-vous que la tortue a eu un accident? Je l'avais prédit. À force de conduire comme un marteau, on finit en dehors des clous. La série aime jouer avec le langage. Alors, Hermine, on se trouve en présence d'un crime classique de type bouchage d'orifice sans dommage corporel. Que suggérez-vous? On a évoqué le gimmick du facteur, qui est de toujours donner 3 synonymes des mots sur lesquels il veut mettre l'emphase, mais parlons du médecin, le docteur au long bec. Son gimmick à lui, c'est qu'il délivre ses diagnostics dans un jargon d'expert que personne ne comprend jamais. Alors, mon cher docteur, quel est votre diagnostic? Eh bien, nous avons affaire à une agression d'objets liquides composés de molécules à base de sel métallique. Une attaque au savon, quoi. Bon, en vrai, la plupart du temps, c'est suffisamment compréhensible pour le petit spectateur attentif, mais suffisamment technique pour qu'on trouve crédible l'incompréhension des autres personnages. Madame Pingouin a été maintenue à une température inférieure à celle de la fusion de la glace, ce qui l'a plongée dans un état d'hypothermie, ralentissant ainsi ses fonctions vitales et entraînant une léthargie profonde. Elle a été congelée, quoi. Il faut dire que pour une série pour les tout-petits, elle exige une sacrée attention et une sacrée culture de la part du petit spectateur. Les sujets abordés sont complexes, on évoquera entre autres le harcèlement sexuel et les élections. C'est pour ça que je suis pas complètement sûre que la série soit pour la tranche d'âge la plus basse. Les énigmes sont relativement simples. Même, je mettrais pas un petit de moins de 6 ans là-devant. 6-8 ans, ça me paraît un bon âge pour regarder Sherlock Yak. Les plus jeunes, je les mettrais plutôt devant Barbapapa ou Wunschputsch. Ceci dit, je crois pas qu'ils s'ennuieraient devant Sherlock Yak. Ils ne saisiraient sans doute pas tout, mais la partie enquête serait suffisamment distrayante pour retenir leur attention. C'est parce que la série est plaisante à plusieurs niveaux. On reconnaît la patte de Sophie de Croisette. C'est rien de le dire. Apparemment, Sophie de Croisette a plusieurs obsessions. La superstition, le fait que le gaz hilarant s'appelle le protoxyde d'azote et le prénom Jean-Pierre. Comme vous le savez sûrement, le protoxyde d'azote est aussi appelé... Jean-Pierre? Il y avait déjà ça dans l'autre série. Il y a même Paco le roi du disco qui vient faire un caméo. Sans aller jusque-là, on constatera qu'on recycle aussi les mêmes références. Oh, je ne sais pas ce qui me retient de vous casser la figure, espèce de primate primitif. La trouille. Je sais pas ce qui me retient de t'en coller une. La trouille? En résumé, nous avons là une série astucieuse qui a trouvé une bonne formule et l'a exploitée de la manière la plus efficace possible, en se permettant quelques extravagances qui la font passer de petites séries plaisantes et sympas à petits bijoux de l'animation à faire découvrir absolument à vos enfants. Les personnages, principaux comme secondaires, malgré leur travers qui les pousse à commettre des irrégularités devant donner lieu à une enquête, sont sympathiques et l'humour est plaisant. Pour être distrayante, inventive, recherchée et bien travaillée, Sherlock Yak mérite qu'on s'en souvienne. Face à un crime ou une arnaque, dont le coupable est dans le zoo, il faut appeler notre héros, Sherlock Yak. Allô? Pour les indices, il est maniaque, loupe à la main et bille en tête. Avec Hermine, il mène l'enquête, Sherlock Yak. Nom de tri de nom de zoo. Si t'aimes résoudre l'énigme, alors sois bien sur le qui-vive. Tout comme le roi des détectives, Sherlock Yak. J'arrive illico.